étudiante que j'ai en doctorat. Elle travaille sur un problème finalement très simple, le problème de la pression commerciale dans le display. Hein, on sait bien que les gens sont matraqués, occasion de voir. Elle travaille dans une boîte où elle a fini, elle a un contrat CIFRE chez Aegis. Donc les données, on les a, on les voit, il n'y a pas de problème. Et puis le problème il est très simple, c'est de savoir est-ce que quand on augmente inconsidérément le nombre d'expositions, est-ce qu'on ne diminue pas le taux de réponse? Donc, voilà l'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est simple comme problème. Mais pour pouvoir travailler là-dessus, il faut modéliser. Alors le problème c'est qu'un achat, parce que là on peut enregistrer des achats ou des actions, on va mesurer le temps entre la dernière exposition et l'action. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur une durée, pour modéliser cette durée. Pour modéliser cette durée, voilà, je veux des outils, il faut que j'utilise un outil qui s'appelle l'analyse de survie. Plus précisément, un type de modèle qu'on appelle le modèle de Cox, qui est capable de mesurer l'impact de différentes variables, par exemple la fréquence ou l'intensité d'exposition, sur la probabilité de dire oui, de cliquer au bout de 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine, 10 semaines. Donc, si on n'a pas la connaissance, au moins la culture du modèle, je ne parle pas d'être capable de démontrer, de faire les équations, moi j'en suis incapable. J'ai eu 5 au bac, j'ai fait un bac S, en maths j'ai eu 5. J'ai redécouvert les stats très tard, en commençant ma thèse, donc on va dire en 1987. Et en découvrant des logiciels, des SPSS, et en jouant avec ça, et en ayant cet émerveillement qu'un tableau de données stupide, je répète, quand on lui applique des traitements appropriés, d'un seul coup, il commence à prendre des formes, il commence à dire des choses, il commence à être représentable pour l'esprit humain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit suivre des formations accélérées de statistiques dans les entreprises, à tous les niveaux Oui. Il faut faire des cours de stats comme on fait des cours de jardinage. Il y a tant de... Ah oui, c'est Truffaut, oui, d'accord. Il faut considérer que les statistiques, ça fait partie de la culture générale. Voilà. Si on arrivait à ça, il y aurait un progrès fantastique dans toutes les entreprises. Le déploiement de ces outils serait diminué par l'autre, par le temps. Mais alors, est-ce qu'on le fait déjà au niveau de l'université? Est-ce que ça fait partie des enseignements qui sont faits? Parce que ça part là aussi, si on veut que les jeunes générations... C'est dur. Il y en a qui le font, je pense à SAS, qui a des programmes éducatifs là-dessus, ils ne font pas pour rien. Bien sûr qu'on essaie d'en mettre un peu, je ne vais pas trop me plaindre et pleurer, mais malheureusement, les profs de maths du secondaire, qu'est-ce qu'ils ont fait souffrir les futurs étudiants? Donc quand les gens ont le sentiment d'emblée que les mathématiques c'est quelque chose d'insurmontable, on part avec handicap. Mais on peut le faire parce qu'il y a quand même, alors, en matière de progrès, les logiciels se sont améliorés de manière absolument fantastique. Quand on est dans les années 90 et qu'on utilise SPSS en mode commande, et qu'on n'a pas les documentations et qu'il faut apprendre en fait à coder, et qu'aujourd'hui on utilise un SAS Enterprise Miner où il suffit de cliquer sur des boutons, et avec des vitesses de calcul qui sont absolument prodigieuses. Voilà, en 20 ans, si vous voulez, pour mesurer le progrès là-dessus, on va dire en 20 ans, quand on avait un tableau de données, mettons, de 1000 lignes et 100 colonnes, il fallait quelques minutes, 10 ans avant, il fallait plusieurs heures. Aujourd'hui, on n'a même pas le temps de mesurer, c'est immédiat et même sur 1 million de lignes. Donc la vitesse et le rapport qu'on a aujourd'hui aux statistiques par les interfaces, dès qu'on a cette culture, c'est un rapport ludique. Moi j'adore traiter des données, c'est comme si je jouais à des jeux vidéo. J'ai le même type de sensation. Mais il faut avoir des gens qui aient l'habileté de deux choses, disons. Chez ceux qui vont utiliser, qu'ils aient la culture générale pour avoir une idée rapide du résultat que ça donne, exploiter le résultat. Et puis, chez ceux qui manipulent, et il faut avoir un maximum de gens qui peuvent manipuler les données. Il ne faut pas donner les données aux statisticiens, en gros, parce que c'est incompréhensible. Mais il faut des statisticiens civilisés.
Ça existe forcément. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mais quand on a cette... voilà, quand on peut utiliser un logiciel statistique comme au conduit d'une voiture, on a gagné un grand pas. Alors dans les choses qui ont évolué, vous avez parlé des outils à disposition. Une des choses qui font quand même partie, dont on ne parlait pas forcément il y a 25 ans, c'est les réseaux sociaux. Et justement, ça représente une source de renouvellement assez constant d'informations, de données potentielles, il faut voir dans quel cas. Qu'est-ce que doit regarder l'entreprise et comment est-ce qu'elle peut en faire un bon usage par rapport aux autres types de données dont elle peut disposer? On revient à la question des sources de données. Effectivement, les réseaux sociaux semblent produire beaucoup de données. C'est pas tellement qu'ils produisent beaucoup de données par rapport aux autres, c'est surtout que ces données, jusqu'à présent, sont ouvertes. Une des révolutions dans les données, c'est qu'avant les données, elles appartenaient à l'entreprise. Et point. Un CRM, c'est fermé. Il n'y a personne qui jette un coup d'œil dedans. Il faut bien comprendre qu'on va prendre Twitter. Twitter, je ne sais pas combien sont produits. Henri, tu as une idée du nombre de tweets produits par mois actuellement? En France, il y a 2 millions d'utilisateurs. 2 millions qui tweetent 10 fois par jour. Oui. Donc ça fait 20 millions. Donc juste en France, en gros, on a 600 millions, à Exactement. peut-être 1 milliard de chaînes de caractères de 140 unités qui sont produites. Et qui sont théoriquement accessibles à n'importe quelle entreprise. C'est les API. La révolution des données, c'est l'API. Application, Programming, Interface. Le succès de Google, c'est d'ouvrir ces données. Google Maps, c'est une gigantesque base de données dans laquelle n'importe qui peut aller. Bien sûr, il faut un peu de talent, il faut savoir coder dans l'API, mais en principe, c'est relativement simple. Donc ces données qui sont ouvertes, et ça c'est le grand mouvement de données, on le retrouve dans le domaine public, mais ça va toucher les entreprises bientôt, ce qu'on appelle l'open data. Aujourd'hui, les collectivités, l'État sont en train de publier leurs données. Mais naturellement, les entreprises qui ne publieront pas leurs données, elles vont se retrouver un petit peu embêtées. Parce que toute l'écologie qui est autour, qui peut encourager, développer, je pense notamment au secteur bancaire, qui doit être vigilant sur ce domaine-là. Juste un petit exemple comme ça. Aujourd'hui se développe l'anti-CRM, ce qu'on appelle le VRM. On est expérimental pour l'instant. Donc, dites-nous un peu plus, qu'est-ce que vous entendez par VRM C'est le CRM, mais du point de vue du consommateur. C'est-à-dire c'est le consommateur qui a la base de données et qui autorise ou pas les entreprises à avoir, en gros. Plus simplement, c'est un coffre-fort électronique. Donc il y a quelques startups qui démarrent, la Poste a son DigiPost, on va commencer à installer ça, on est tous embêtés avec nos factures de téléphone, nos relevés bancaires, nos trucs, on ne sait pas quoi en faire parce que c'est dématérialisé, télécharger les PDF, où est-ce qu'on les met. Là on donne un accès au petit robot qui va, avec nos codes, avec nos autorisations, aller chercher automatiquement ça, les classer. Mais vous imaginez bien que cette masse de données-là, on va chercher à l'exploiter.